Donc voilà, les 3 jours qui sont passés, nous avons essayé de présenter la statistique descriptive et inférentielle de façon générale, donc dans sa globalité. Et pour ce qui est de la statistique inférentielle, nous sommes allés dans les notions de test hypothèse et nous avons également regardé nous avons regardé les tests d'hypothèse avec différents types de tests, comment est-ce qu'on interprète euh, un test d'hypothèse, quand est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle. Bon, déjà, comment, avec, on a précisé qu'il fallait déjà, pour faire un test d'hypothèse, savoir quelle était l'hypothèse nulle. Donc, quand est-ce qu'il faut rejeter cette hypothèse, quand est-ce qu'il faut l'accepter, euh, en utilisant soit la probabilité de la p-value, ou alors la statistique du test qu'on compare au risque ou à la valeur critique. Donc, soit on utilise la p-value et comme étant donné qu'en sciences sociales, le seuil qu'on utilise plus souvent est de 5%. Donc, lorsque la p-value du test est inférieure à 5%, donc on rejette l'hypothèse nulle. Lorsqu'il est supérieur à 5%, on accepte tout simplement l'hypothèse nulle. Maintenant, si on veut utiliser la statistique du test, donc il faut comparer la statistique du test à la valeur critique au seuil correspondant, qui est le plus souvent de 5%. Donc, lorsque la statistique du test est supérieure au seuil, à la valeur critique correspondant au seuil de significativité choisi, donc, lorsque la statistique du test est supérieure à cette valeur-là, on rejette l'hypothèse. Par contre, lorsque cette statistique-là est inférieure à la valeur critique, on accepte l'hypothèse nulle. Bon, l'interprétation est un peu dans le sens contraire lorsqu'on veut utiliser soit la valeur critique ou alors euh, la p-value. La p-value, on rejette lorsque c'est une hypothèse nulle, lorsque la p-value est supérieure à 5. Mais dans le cas de la statistique du test, on rejette plutôt lorsque on rejette plutôt lorsque c'est supérieur. Donc, donc, il faut bien pouvoir faire le distinguo entre les deux. Donc, ceci étant dit, on a parcouru les tests comme celui-ci 2 on veut regarder la liaison entre deux variables quantité et qualitative. Donc, on a également regardé les tests pour regarder le lien entre variables quantitatives et qualitatives. Et pour cela, on a essayé on a regardé les tests comme le test d'ANOVA, les tests de Student sur échantillons indépendants. On a également vu les tests de Student sur les échantillons, sur un seul échantillon, donc pour pouvoir tester l'égalité d'une moyenne à une certaine valeur qui peut être motivée par beaucoup de choses. Peut-être qu'on aimerait savoir si une proportion est égale correspond à peut-être à une valeur qu'elle avait dans le passé ou alors une valeur qu'on observe dans une région. Voilà, donc ce qu'on a déjà eu à faire jusque-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut analyser, donc aller dans les analyses un peu plus poussées, euh, des analyses inférentielles un peu plus poussées pour analyser les facteurs associés à des phénomènes. Donc, j'aime souvent prendre le cas de maladie. Donc, on peut par exemple voir quel est en fait, qu'est-ce qui explique le fait qu'un patient soit diabétique. Donc, pour pouvoir expliquer le fait qu'un patient soit diabétique, on peut
rechercher un certain nombre, collecter un certain nombre d'informations sur le patient. Est-ce qu'il consomme régulièrement, à quelle fréquence le patient consomme du sucre? On peut regarder son âge. Est-ce qu'il pratique souvent le sport? On peut regarder un certain nombre de facteurs. Statistiquement, il est possible au moyen d'analyse statistique précise de savoir quels sont les facteurs qui déterminent qui entrent en compte pour qu'un patient attrape facilement, par exemple, plus facilement, qui augmente le risque, par exemple, d'attraper une maladie, ou alors qui augmente les chances de réalisation d'un événement donné. Donc, à travers les facteurs associés. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais déjà dans un premier temps parler de la régression linéaire. Donc, je suppose que vous en avez déjà certainement entendu parler. Allô? Je disais oui. D'accord. Donc, la régression linéaire, voilà. Donc, c'est une méthode qui permet de mettre en relation, de déterminer la relation qui existe entre, d'une part, une variable quantitative et d'autre part, un certain nombre de variables qui peuvent être quantitatives ou qualitatives, bien évidemment. Donc, la particularité de la régression linéaire, c'est que au départ, on a une variable quantitative qu'on veut expliquer. Et la variable quantitative en question peut être, par exemple, le salaire. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui fait en sorte que le salaire d'un individu euh, varie. Qu'est-ce qui fait qu'un individu ait un salaire plus élevé que l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il est plus âgé? Est-ce que c'est parce qu'il a plus d'expérience professionnelle? Est-ce que c'est parce qu'il a un niveau d'études plus élevé? Est-ce que on peut se poser autant de questions? Non. Dans un modèle, dans une régression linéaire, on peut établir une relation entre le salaire, par exemple. Nous, ici, on a une base de données qui contient des informations sur le salaire, l'âge, le sexe, le pays et puis même le fait d'avoir été atteint du COVID ou pas. En fait, du moins d'être atteint du COVID ou pas. Donc, on peut, au moyen d'une régression linéaire, par exemple, chercher à savoir, à estimer la relation qui existe entre ces variables-là. Mais surtout de pouvoir interpréter, de dire par exemple que lorsque on est âgé, il y a de fortes chances qu'on ait un salaire plus élevé ou alors que par exemple lorsqu'on est de tel sexe, on a par exemple plus de chances d'avoir un salaire plus élevé. Donc, la régression linéaire, bon, puisque certainement vous connaissez comment dirais-je, les fondements théoriques qui se cachent derrière cela. Donc, euh, on utilise le plus souvent la méthode des moines carrés ordinaires pour pouvoir l'estimer. Donc, c'est une méthode qui permet de minimiser les carrés des erreurs de prévision. Donc, en ce sens que l'équation qui est estimée doit être telle que la différence des carrés entre la valeur prédite et la valeur réalisée soit minimale. Donc, on trouve les paramètres ou alors les coefficients de la relation linéaire qui est entre les différentes variables de telle sorte que l'écart entre l'observation et la prévision soit le plus petit possible. Donc, sous SPSS, pour pouvoir mettre en place, implémenter une telle méthodologie, c'est assez simple. À moins que vous ayez une question particulière, vous pouvez toujours m'arrêter avant qu'on ne continue. Non, non, pour le moment.
D'accord. Donc, sous SPSS, on va mettre en place une régression linéaire. Donc, comme je l'ai toujours dit, l'onglet analyse, c'est un onglet euh, assez utilisé. Donc, question, statistique descriptive, régression, qu'est-ce que je veux, analyse, régression, là, oui, donc régression. Donc, je vais faire une régression linéaire multiple. Donc, il y a plusieurs options et on a automatic linear modeling. Bon, mon interface est en anglais linéaire, donc linéaire. Donc, si votre interface est en français, vous allez voir la linéaire. Donc, mais nous allons également revenir sur binary, donc heuristique binaire, pour pouvoir estimer un modèle dont la variable dépendante est qualitative binaire. Donc, nous allons y revenir avant certainement la fin de cette séance. Donc, nous allons aller dans linéaire, donc cliquer sur linéaire. Donc, ici, comme je l'ai dit, on veut par exemple expliquer le salaire. Donc, je mets le salaire, je sélectionne le salaire, je l'envoie au moyen des flèches dans la colonne réservée aux variables quantitatives, à la variable dépendante. Donc, quelles sont les variables qui peuvent expliquer le salaire? Donc, je vais par exemple choisir l'âge. Je peux choisir le sexe également, par exemple. Bon, je peux me limiter à ça et à ces deux variables, donc pour le moment. Donc, au niveau des statistiques, je peux avoir les coefficients des questions, je peux avoir les intervalles de confiance. Par défaut, c'est 95%, mais on peut changer pour mettre un intervalle donné. Donc, je peux choisir d'afficher le R carré, S point change, changement de R carré. Donc, on peut également afficher le diagnostic de collinéarité dans la... Au niveau des résidus, par exemple, on peut regarder le Durbin-Watson pour la... bon, mais on va y revenir après. Bon, je vais quand même cocher cette case-là. Durbin-Watson permet de tester la l'autocorrélation, euh, la non-autocorrélation. Bah, ça permet de tester l'autocorrélation des erreurs. Euh, Donc, pour moi, je vais cliquer sur Continue. Au niveau des graphiques, donc plot, donc, on peut regarder le graphique des résidus, comme l'histogramme, le graphe de la normalité. Donc, je peux me limiter à ça pour le moment. Euh, oui, donc continue. Donc, il y a également un certain nombre d'options qu'on peut, au niveau de la probabilité, le seuil d'entrée 5%. Bon, là, c'est pas très important. C'est souvent le plus important lorsqu'on veut utiliser une méthode de d'estimation pas à pas. Donc, je vais continuer. Donc, je vais cliquer sur OK pour exécuter la... Voilà, donc les résultats de ma régression ont été estimés et on a dans un tableau là, donc model summary, donc, les sommet du modèle. Donc, on a le R carré qui est de 1,15%, environ 15%, ce qui est assez faible pour une régression linéaire. Donc, le modèle, la capacité prédictive du modèle sera d'autant plus grande que le R carré sera élevé. Donc, on a le R carré qui est de... Non, le R carré est plutôt là. Donc, le R, donc c'est le coefficient de corrélation qu'on connaît. Ici, ça correspond à la racine carrée de ce R carré, donc,
qui est de 2% seulement, qui est vraiment faible. Bon, tout à l'heure, on va peut-être voir comment on pourrait améliorer cet indicateur-là. Donc, on a bien d'autres statistiques comme le plan de liberté, la statistique de Fisher, euh, de, de- la statistique de Durbin-Watson. Donc, ce qui nous intéresse ici, bon, il y a également la table d'ANOVA. Bon, ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est la table des coefficients. Donc, ici, on a la constante. Et là, on a le coefficient de la variable h, donc qui est de 5,28. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce 5,8? Donc, déjà, il n'est pas significatif. Ça veut dire que l'âge n'influence pas sur le revenu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est, parce qu'on a, parce qu'on est vieux, qu'on est plus âgé, qu'on est susceptible d'avoir un revenu. Cycle, là, c'est la plus-value, donc le test de significativité du coefficient. Donc, en réalité, l'âge n'a pas d'effet sur, sur le revenu. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est susceptible d'avoir un revenu plus élevé. Donc, ce n'est pas un facteur déterminant du revenu. Par contre, le sexe de l'individu a un effet significatif sur le revenu. Donc, et bon, peut-être on va peut-être chercher à savoir plus tard quel est le sexe qui, est-ce que c'est le fait d'être de sexe masculin ou alors c'est le fait d'être de sexe féminin qui détermine qui fait qu'on soit plus prédisposé à avoir plus de revenus. Bon, ça sera certainement le sexe masculin. Mais le coefficient, s'il aurait pu être interprété en termes de moyenne de, de revenus dans l'un des groupes. Si la variable dépendante, si la variable indépendante sexe était codifiée de la façon 0,1, de telle sorte que donc, le coefficient qu'on aurait ici aurait été égal à la moyenne de la modalité 1. Donc, si je reviens dans l'éditeur du texte, bon, pour la variable sexe, on va voir par exemple que le sexe ici a été codifié par 1, 2, 1 pour masculin, 2 pour féminin. Donc, je peux par exemple recodifier ma variable sexe de telle sorte que je puisse avoir 1 pour masculin et 0 pour féminin, de telle sorte que le coefficient qu'on aura ici, donc ce coefficient-ci, soit ce coefficient-ci, donc je vais fermer ça. Donc, ce coefficient-ci soit, n'est-ce pas, le coefficient du sexe, de la variable sexe, soit la moyenne du revenu dans la classe de personnes de sexe masculin. Donc, pour cela, il faudrait que je codifie par 0,1. Donc, comment est-ce que je peux codifier ma variable sous SPSS? Donc, il faudrait que je génère une nouvelle variable. Vous voyez que ma variable sexe a deux modalités, un pour masculin, deux pour féminin. Donc, je vais la codifier de telle sorte que lorsque ça sera 1, ça va, en fait, on va maintenir le 1 pour masculin et pour féminin, on va lui donner la valeur 2. Donc, je vais aller ici dans Generate, ici dans Transform. Il y a un onglet là, Transform. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi. Oui. D'accord, donc on va venir ici dans l'onglet Transform. Transform. Calculer une nouvelle variable. Donc ici, c'est Compute a new variable, puisque mon interface est en anglais. Donc, Compute a new variable. Donc, je vais générer une nouvelle variable que je vais appeler sexe sans E. Donc, sexe comme ça. Donc, il va prendre la valeur 1. Donc, ici, au niveau de numeric expression, donc je vais mettre 1.
Donc, je vais prendre la valeur 1. Donc, je vais définir condition si. Donc, ici, plus bas, là, vous voyez un if qui est là. Donc, if, donc, L'autre sexe est égal à, voilà, donc, sexe. Donc, le sexe qui existait avant, donc, égal à 1. Donc, je vais mettre ici égal à 1. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et puis, je vais cliquer sur OK. Donc, il va générer la nouvelle variable en question. Bon, ça, ce sont les autres résultats qui avaient été générés par la régression précédente. On n'était pas encore arrivé là, mais je suis en train de générer ma variable sexe. Donc, j'ai généré la première modalité. Je veux repartir dans Transform et puis cliquer sur Compute. Donc, je vais dire égal à 0 cette fois-ci. 0 cette fois-ci si le sexe égale à 2. l'autre sexe. Égal à 2. OK. Change. OK, je vais cliquer sur OK. Donc, voilà. Donc, ma variable sexe a été définie. Je peux voir qu'elle a été définie là. Donc, je peux garder le même, copier ce label-là et maintenir là. Donc, je peux aussi définir les value labels. Donc, ici, dans la colonne value, donc je lui dis 1 correspond à label, c'est M. Donc, je vais mettre M. Clique sur Add pour ajouter. Donc, 2 ici. 0, hein? Ah, non, 0 autant pour moi, 0 autant. Donc, 0 correspond à F, à féminin. Donc, je vais cliquer sur Add. Bon, il y a le 0 qui s'affiche là. Donc, je vais cliquer sur OK. Je peux réduire la décimale à 0. Donc, je peux, voilà, que ce soit des chiffres entiers. Donc, je peux maintenant refaire ma régression, avec linéaire. Et puis, au lieu de sexe, tel que c'est là, je vais plutôt choisir notre nouvelle variable sexe avec les mêmes paramètres, estimer. Voilà, donc on voit maintenant que le coefficient est négatif. Oui. Donc, le sexe qui a pour modalité 1, c'est le sexe masculin. C'est le sexe masculin. Donc, ça veut dire oui. que en réalité, le fait d'être de sexe le fait d'être de sexe masculin, en fait, dans notre échantillon qu'on a ici, en réalité, le fait d'être de sexe masculin est plutôt un facteur défavorisant pour le, oui, pour le, comment dirais-je, le revenu. Donc, certainement, c'est certainement lié au fait que peut-être à notre échantillonnage, parce que je vais un peu regarder la moyenne des revenus, hein, donc en disant l'un des outils qu'on a utilisé hier pour les tests. Donc, je vais ici dans Compare. Voilà, donc, je vais choisir l'âge. Puis, comme variable, je vais prendre le sexe ici. C'est surtout le salaire qu'on veut comparer. Non? Oui, c'est plutôt le salaire autant pour moi. Je choisis le salaire. Okay. Donc, la moyenne de salaire chez les femmes est de 3 000, alors que chez les hommes, elle est de 2 000. Donc, vous comprenez donc voilà, ce qui explique le signe négatif qu'on a là-bas. C'est ce qui explique le fait que les résultats de notre modèle qui disent que déjà la moyenne d'âge dans la population des femmes est de ceci, mais les femmes sont, les hommes sont moins prédisposés à avoir un salaire élevé que les femmes. Mais bon, je pense que de façon globale dans la population, c'est plutôt le contraire. C'est parce que peut-être notre échantillon n'a pas tenu compte d'un certain... En fait, bon, si on voulait faire une étude sur le salaire, notre échantillon n'aura certainement pas été construit de la sorte. En fait, si vous obtenez un tel résultat, en temps normal, il faut vous poser la question sur votre échantillonnage. Parce que calculer la taille de l'échantillon, lorsqu'on veut par exemple analyser les salaires,
ou alors par rapport aux hommes et femmes, sous-entend qu'on calcule la taille en tenant compte voilà, de la répartition de ces deux sexes-là dans la population globale. Peut-être que ça n'a pas été respecté, c'est la raison pour laquelle on peut avoir un résultat qui est contraire à la réalité. Donc là, on a l'histogramme des salaires, le même qu'on avait hier. Donc, on a le test du QQ plot pour les résidus. Donc, on voit que la répartition des résidus s'éloigne clairement de la première bisectrice. Donc, ce qui signifie que nos erreurs ne suivent pas une loi normale. Et dans une régression linéaire, la loi normale est l'une des hypothèses fondamentales qu'on se donne lorsqu'on estime une régression linéaire. Donc, lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée, c'est un problème. Il faut trouver le moyen de corriger. Il faut trouver le moyen de corriger cela. Bon, ce qu'on va faire, par exemple, très souvent pour corriger la normalité, on utilise les transformations, par exemple, ici au niveau de notre variable âge, on peut, par exemple, de notre variable salaire, on peut appliquer le logarithme, par exemple, au salaire. Donc, dans la majeure partie des modèles où on modélise le salaire, on utilise le logarithme du salaire. Donc, ça permet très souvent de corriger ces imperfections-là. Donc, je vais de ce pas générer une nouvelle variable que je vais appeler log salaire. Donc, generate, je vais l'appeler, donnez-moi 2 secondes. Voilà, donc je vais générer ma variable log salaire. Donc, je vais l'appeler log salaire. Voilà, log sal, log revenu, qui sera égal au logarithme. Donc, log. Bon, je pense bien que sur SPSS, c'est bien ça, c'est bien cette fonction. Log de la variable salaire mensuel. Okay. Je vais cliquer, il n'y a pas de condition là. Je vais supprimer cette condition qui avait été. Je supprime la condition et puis je vais cliquer sur OK. Expression content is string. Followed by the left parenthesis. Indicating that the string of character is the function of the vector. Bon, là, bon, au niveau des fonctions, il y a log. Log 10. C'est ln, c'est ln, c'est ln. OK. C'est ln. Voilà, logarithme des Bon, dans certains logiciels, c'est plutôt le log. Donc, OK. Donc, ma variable log a été générée. Voilà, donc log salaire qui est là. Je peux copier le label et le coller là. Donc, je peux maintenant estimer mon modèle en utilisant linéaire. Bon, à défaut du salaire, je prends le logarithme. OK. Donc, au niveau des résultats, bon, on voit même qu'ici, le sexe, avec le logarithme, le sexe n'est même plus, significatif. Mais par contre, on voit que la variable dépendante est, en fait, là, sa distribution est plus normale que lorsqu'on applique le logarithme, que ce qu'on a vu plus haut.
avec les variables, on voit que les variables, ça se rapproche quand même de la loi normale lorsqu'on fait, et que cette courbe-ci également se rapproche beaucoup plus de la première bissectrice, donc qui tend vers la loi normale pour les résidus. Donc, on a notre tableau là. Là, aucune variable n'est, aucun facteur n'est significatif. Également, si on regarde le R carré, il est encore, il n'a véritablement pas changé. Mais on peut toujours voir que en fait, en termes de signe, il n'y a pas eu de changement au niveau du signe des coefficients. Donc, on peut par exemple essayer d'ajouter par exemple une autre variable. Est-ce que je ajoute la variable Covid, par exemple? Variable Covid qui me donne non plus une significativité. Mais le fait d'être atteint du Covid aussi a un effet apparemment, en fait, bon, un signe négatif, mais bon, non significatif sur le pays, sur le salaire, de nos individus. Donc, régression, logistique, régression, oui, linéaire. Donc, je peux retirer la variable Covid là. Donc, on voit ici que notre estimation du modèle avec le logarithme améliore certes les résultats sur les résidus, mais on a toujours un R carré qui est assez faible avec en fait, aucun coefficient significatif. Mais cela peut être lié au fait que déjà le R carré qui est assez faible signifie que il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent expliquer le salaire qui ne sont pas pris en compte ici. Bon, peut-être ça peut être le niveau scolaire, ça peut être le nombre d'années d'expérience, ça peut être bref, il peut y avoir beaucoup d'autres facteurs qui puissent expliquer qu'on ait un salaire en fait, qui peuvent expliquer le salaire que le sexe et l'âge seulement. Dans la plupart des cas, on va s'arranger à avoir beaucoup plus de facteurs possibles, des facteurs qui peuvent être déterminants dans dans le choix qui peut être déterminant pour expliquer notre variable. Donc, je ne sais pas si jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de préoccupation. En tout cas, ça va pour le moment. Donc, pas de préoccupation majeure pour la régression linéaire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est bon, je ne sais pas si on a mis l'âge. Donc, là, oui, on a mis l'âge. Si on regarde, par exemple, la variable âge ici, bien que l'âge ne soit pas significatif, il a un coefficient positif. Ça veut dire que lorsque, en fait, plus on est âgé, plus on a tendance à avoir un salaire plus élevé, même si ce n'est pas significatif, même si ce n'est pas significatif. Et dans l'interprétation des coefficients, il faut aussi faire attention à la transformation qu'on a fait sur la variable dépendante. Dans le modèle log, par exemple, donc je vais vous envoyer un document PDF qui donne un peu dans quelles conditions on interprète
oui, monsieur Mouzon dit que l'âge n'est pas significatif, le sexe aussi. Oui, c'est ça. Donc, l'âge n'est pas significatif, le sexe aussi, oui. Donc, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si l'âge avait été significatif, on aurait dit que, en fait, comme étant donné que le coefficient est positif, l'âge a un effet positif sur le salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est âgé, plus on aura tendance à avoir un salaire plus élevé. Donc, malheureusement, ce n'est pas significatif, mais c'est l'interprétation qu'on aurait fait. Mais une autre chose que je voulais dire, c'est que l'interprétation dépend du, euh, du coefficient, en fait, la transformation qu'on a faite des variables. Donc, je vais revenir à mon modèle initial de tout à l'heure. Donc, réflexion. Donc, je vais prendre le salaire en niveau, pas en logarithme. Donc, je vais prendre le salaire. OK. Donc, ici, l'équation, bon, c'est elle-là. Donc, si l'âge était significatif, le coefficient de 5,28 qui est là signifierait que lorsque l'âge augmente d'une unité, donc lorsqu'on a un an de plus, l'augmentation d'une unité d'âge entraînerait une augmentation de 5,28 unités de salaire. Ça veut dire que si le salaire, par exemple, est mesuré en milliers de francs CFA, donc quelqu'un qui aurait un an de plus que vous aurait tendance à avoir 5 000 francs de salaire de plus que vous. Ça, c'est ce que cela signifierait si on avait estimé un modèle en niveau. Donc, sans transformer la variable dépendante, par exemple, tel qu'on l'a fait. Par contre, si je reviens à mon modèle avec logarithme sur la variable dépendante, donc logarithme, dont le coefficient cette fois-ci est de 0,007. Donc, ce qui signifierait que lorsque l'âge augmente d'une unité, donc ça c'est l'augmentation en pourcentage de la variable dépendante lorsque la variable explicative augmente d'une unité. Donc, lorsqu'on applique le logarithme à gauche et pas à droite. Donc, ceci signifie que lorsque l'âge augmente d'une unité, donc d'un an, le salaire augmenterait de 0,7%. Donc, j'aurais tendance à avoir 0,7 fois plus de revenus l'année prochaine. Donc, d'après les résultats de notre régression. Bon, même si la significativité ici nous dit que le résultat n'est pas significatif. Donc, je vais vous envoyer ce document PDF là après. Donc, je pense qu'il est là. Je pense qu'il est plutôt là. Donc, ce document PDF. Interprétation des coefficients. Donc, je vais l'ouvrir là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, si l'écran est visible. Oui, oui. D'accord. Donc, ça, c'est interpréter les coefficients d'une régression linéaire. Donc, ici, l'exemple qui est pris, c'est toujours le salaire. On a pris l'exemple du salaire, l'individu, le niveau d'éducation. Ici, par exemple, il y a le niveau d'éducation qu'on n'a pas, il y a l'âge également, le sexe de l'individu. Donc, dans notre modèle qu'on a estimé, ce qui manque par rapport à celui-ci, c'est le niveau d'éducation. Ça aurait été une variable assez intéressante pour pouvoir... donc, ici, par exemple, on interprète le coefficient. Ici, on a le salaire à gauche et à droite, on a les coefficients de l'éducation, l'âge, le sexe.
aucune transformation sur les variables. Voilà comment on interprète l'équation. Dans l'équation 1, le coefficient bêta 1 s'interprète comme l'effet marginal d'une année supplémentaire d'études sur le salaire. Donc, l'effet marginal. Donc, lorsque on ne fait pas de transformation sur les variables, le coefficient représente l'effet marginal d'une année supplémentaire de la variable en question sur la variable explicative. Donc, ce qui signifie, par exemple, ici que bêta 1 signifie tout simplement que lorsque le niveau d'éducation augmente d'une unité, le niveau de salaire augmente de bêta 1. C'est ce que ça signifie, l'effet marginal. Par contre, il y a les cas où on applique le logarithme à gauche et à droite, donc log salaire égale log éducation. Donc, ça s'interprète cette fois-ci en termes d'élasticité. L'élasticité, ce qui signifie que lorsque bêta s'interprète en termes d'élasticité ici au sens où lorsque le niveau d'éducation augmente d'une unité à d'1%, autant pour moi, le niveau de salaire augmente de bêta 1%. Donc, ce que cela signifie, c'est ça l'élasticité. Donc, l'un des cas est le modèle log niveau où on a le logarithme à gauche et pas à droite, celui qu'on a estimé tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, ça s'interprète en termes d'augmentation en pourcentage, de changement en pourcentage du salaire lorsque le niveau d'études augmente d'une unité. Donc, ce qui signifie que bêta 1 s'interprète de telle sorte que, de la manière suivante, lorsque le niveau d'éducation augmente d'une unité, le niveau de salaire augmente de bêta 1 fois 100%. Donc, multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, si je reviens à notre modèle, donc on a ici le cas du modèle log. Donc, le 0,27, 0,7 ici signifie que lorsque l'âge, c'était significatif bien sûr, si lorsque l'âge augmente d'une unité, le niveau de salaire augmenterait de ceci fois 100, donc 0,7%. Augmenterait de 0,7%. Bon, il peut également avoir un autre cas où on applique le logarithme à gauche et à droite. Donc, on peut également expérimenter ce cas-là. Donc, je vais de ce pas générer la variable log h. Log âge, par exemple, qui est égal à logarithme de la variable. Je vais tout simplement sélectionner la variable âge là et l'envoyer. Donc, cliquez sur OK. Donc, la variable log âge a été générée. Donc, si je viens dans ma régression et que je linéaire et que je mette, à défaut de mettre l'âge, je mets plutôt son logarithme. OK. Donc là, j'ai les résultats. Le R carré a été amélioré. Maintenant, l'âge est presque significatif. Si on prend le seuil de 10%, on voit que la plus-value est d'environ 7,9% et celle du sexe est de 8%. On peut également voir au niveau de la normalité, voilà, donc que les valeurs se rapprochent de plus en plus de la première bisectrice. Bon, si on revient au résultat de la régression, comme étant donné qu'on a appliqué le logarithme de part et d'autre, ce coefficient-ci s'interprète en termes d'élasticité. Ça veut dire quoi? Il est de 0,609 ou alors de 0,6. Cela signifie que lorsque l'âge augmente d'1%, le salaire augmenterait aussi de 0,6%. C'est ce que cela signifie. Puisqu'on a appliqué le logarithme de part et d'autre de l'équation. Donc, je vais vous envoyer ce document PDF qui essaye de résumer les
les 4 situations possibles. La première situation, c'est où on applique le logarithme à gauche et pas à droite. La deuxième situation, c'est le cas où on applique le logarithme de part et d'autre. La troisième situation, c'est le cas où on n'applique pas le logarithme à gauche, on l'applique à gauche et pas à droite. Et la dernière situation, c'est la situation où on applique le logarithme à droite, mais pas à gauche. Donc, on peut essayer toutes ces possibilités-là. Donc, vous avez vu à peu près comment on peut, en cas de besoin, générer une nouvelle variable pour pouvoir mieux interpréter notre modèle de régression linéaire simple. Donc, je ne sais pas s'il y a une préoccupation particulière par rapport à ça. Bon, si j'ai bien compris, on génère une nouvelle variable pour améliorer. Oui, pour améliorer. Oui. Voilà. Ça peut améliorer le R carré, ça peut permettre de résoudre des problèmes de normalité, des résidus, ça peut, voilà. C'est pour améliorer la qualité du modèle. Maintenant, le modèle même, il est à prendre ou à laisser en fonction de la significativité un peu de lien entre les variables, non? Bon, notre modèle sera intéressant lorsque les hypothèses a posteriori seront validées, notamment la normalité, par exemple. On va prendre le modèle qui a cette courbe de normalité-là qui se rapproche le plus de la première bisectrice, comme celle-ci, par exemple. Vous avez vu qu'avec le modèle niveau, Oui. ces points-ci étaient très éloignés de... Et donc, Oui. l'interprétation qu'on fait peut être erronée parce que les tests de significativité des coefficients sont basés, par exemple, sur la normalité des résidus. Oui. Et donc, s'il arrive que les résidus ne suivent pas une loi normale, c'est un problème grave parce que on l'aura utilisé, fait cette hypothèse-là pour tester la significativité des coefficients. Donc, cette significativité-là pourrait être erronée. On pourrait dire que mon coefficient est significatif alors qu'il n'en est pas parce que mon résidu ne suit pas une loi normale. C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que s'il n'y a plus d'autres préoccupations, je pense qu'on peut... Si nous ont dit que chez lui, ça va, donc pas de souci. Donc, le deuxième cas de figure qu'on va regarder, c'est le cas où on veut expliquer une variable qualitative. Lorsqu'on recherche, par exemple, les facteurs associés à une pathologie, donc on peut être amené à rechercher les facteurs associés. Qu'est-ce qui fait qu'on soit malade du paludisme régulièrement? Est-ce que c'est parce qu'on boit de l'eau courante? Est-ce que c'est parce que on est dans un environnement insalubre? Est-ce que c'est parce que, voilà, on peut se poser autant de questions, mais la régression logistique qu'on va introduire ici, c'est une méthode qui permet de modéliser un phénomène qui n'a qu'un nombre fini de possibilités. Donc, une variable qualitative. On peut, par exemple, chercher à savoir qu'est-ce qui détermine la chance d'avoir l'hypertension, par exemple. Qu'est-ce qui explique? Donc, vous voyez que ce sont des phénomènes naturels qu'on peut utiliser la statistique pour expliquer, pour chercher qu'est-ce qui fait que les gens tombent plus malades. Est-ce que c'est parce qu'on a un milieu rural? Est-ce que, voilà. Donc,
Donc, la régression logistique, c'est une méthode qui modélise la probabilité de survenance d'un événement en utilisant les lois de probabilité, notamment la loi logistique. Donc, on modélise sa probabilité et de la même façon que dans une régression linéaire, on voit qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui augmente ou diminue la chance de survenance de l'événement. Bon, ici, par exemple, on va prendre le cas de la COVID-19 et on va chercher à savoir qu'est-ce qui explique qu'on ait le COVID. Est-ce que c'est parce qu'on est plus âgé? Est-ce que c'est parce que on a un salaire plus élevé, qu'on a des prédispositions à avoir du COVID? Est-ce que c'est parce qu'on est du sexe féminin? On va le voir ici. Donc, la régression linéaire, comme vous l'avez certainement déjà constaté, simplement de la même façon que la régression linéaire. Sauf qu'au niveau des variables dépendantes, on aura une variable qualitative, donc qui peut être binaire dans notre cas. Il y a également des régressions multiples. Nous allons pour le moment nous limiter à la régression linéaire simple. Donc, venant dans l'onglet analyse, régression. Donc, nous allons laisser l'option linéaire et puis choisir binary outcome. Si on avait par exemple une variable multinomiale qui a plus de 2 modalités, on aurait choisi multinomial. Mais pour le moment, on n'est pas là. Donc, on est dans le cas d'une variable binaire. On veut pas modéliser la probabilité d'avoir la COVID-19. Cliquez dessus. Donc, variable dépendante, c'est une variable qualitative, atteinte du COVID. Donc, on va sélectionner et l'envoyer là au moyen de flèche. Maintenant, covariable. Donc, quelles sont les covariables? On va choisir les variables, l'âge. On a là le salaire. On a également le sexe. Donc, on va envoyer dans le champ réservé aux variables. Donc, on a également la possibilité de définir certaines variables comme catégorielles. Donc, en venant ici dans categorical, donc je vais prendre le sexe originel. Tel qu'il a été défini dès le départ. Je peux venir ici définir quelles sont les variables qui seront catégorielles. Donc, je vais venir ici dans catégorie et puis choisir sexe. Sexe est la seule variable catégorielle. Donc, je vais l'envoyer là, dans la flèche et puis continuer. J'ai 3 variables, parmi lesquelles 2 variables quantitatives et une variable catégorielle qui est le sexe que j'ai défini. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, il existe d'autres options qu'on peut ajouter, mais on va se limiter à ça maintenant. Donc, il y a un premier tableau qui donne le pourcentage de valeurs qui ont été incluses dans l'analyse, aucune valeur manquante, 129 valeurs incluses, aucune valeur manquante. Donc, dependent recording. La variable dépendante ne possède pas le COVID, c'est 0, possède le COVID, c'est 1. La variable catégorielle, le codage de la variable catégorielle, c'est masculin ou 1, féminin ou 0. Le code du paramètre, c'est 1 entre parenthèses, donc masculin. Donc voilà la table de classification. Voilà une table qui permet de classifier le modèle, qui permet de donner un certain nombre de caractéristiques. Donc, parmi ceux qui ne possédaient pas le COVID, le modèle a classé atteint par le COVID 72 personnes. Donc, parmi ceux qui ne possédaient pas le COVID, le modèle a classé 57 personnes comme peut-être COVID, du COVID.
Donc, au total, on voit que la capacité prédictive que le modèle a prédit, le modèle permet de prédire 55% de valeurs de façon exacte. Donc, on a la variable qui est dans notre équation, on a la constante. Donc, ici, on a ce qui nous intéresse le plus, c'est la variable. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'aucune variable n'a été incluse dans l'équation parce que, en réalité, non, ça c'est la première étape. Okay. On va aller dans la dernière étape de l'estimation pour voir quels sont les coefficients et quels sont leurs niveaux de significativité. Donc, on voit ici que parmi nos variables, que ce soit l'âge de l'individu, son salaire, son sexe, aucune des variables n'a un effet significatif sur la probabilité de survenance de l'événement COVID. On n'attrape pas le COVID. En fait, le fait d'attraper le COVID ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas du salaire ni du sexe. Donnez-moi une seconde. Voilà, donc on était au niveau de l'interprétation de coefficients. Donc, voilà que lorsqu'on met tous les facteurs de confusion ensemble, aucun facteur n'est significatif, que ce soit l'âge, le salaire mensuel, le sexe de l'individu. Aucun coefficient n'est significatif. Je vais essayer de dessiner un modèle en incluant les variables une à une. Dans ce qu'on appelle l'analyse bivariée. Donc, je vais dans un premier temps mettre seulement l'âge, par exemple, individuellement dans l'équation. Donc, je vais continuer. OK. Donc, on voit là que lorsqu'on met l'âge individuellement, le coefficient de l'âge n'est pas significatif. Donc, si on revient là, dans notre régression logistique et qu'on prenne la variable salaire, on voit que le salaire pris individuellement également n'a pas d'effet sur l'atteinte du COVID. C'est le même résultat qu'on aurait obtenu si on faisait un test ANOVA sur la variable salaire et qu'on cherchait à savoir s'il y a une différence significative entre ceux qui ont le COVID, plus différence de salaire significative entre ceux qui ont le COVID et ceux qui ne l'ont pas. Donc, le résultat de la régression de cycle, en général, donne le même résultat que le test de l'ANOVA lorsqu'on prend une seule variable individuelle. Donc, je peux également refaire la même analyse pour sexe. Donc, on va le salaire là. Sexe. Sexe qui est là. Pas significatif également, mais négatif, le coefficient. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on peut mettre en place une régression logistique. Mais malheureusement, dans notre cas ici, aucune variable n'est
un facteur déterminant qui peut permettre de contracter le COVID ou pas. Donc, si je prends par exemple le cas de l'âge pris individuellement, donc question, logistique, je peux prendre le salaire par exemple. Donc ici, on a un coefficient bêta qui est de 0,000, significativité. Donc, le coefficient est nul. Bon, je vais prendre par exemple le cas du salaire. Donc, mieux illustrer ce que je veux montrer. Donc, je vais mettre ici l'âge plutôt. L'âge. OK. Donc, au niveau du résultat, on a un coefficient de 0,000. Donc, exponentielle de bêta est de 1,001. Donc, le exponentiel de bêta, en général, c'est ce qu'on appelle le ratio ajusté dans un modèle de régression. Donc, en général, lorsque ce coefficient est positif, l'exponentiel de bêta est supérieur à 1. Lorsque ce coefficient est négatif, l'exponentiel de bêta, donc le coefficient est souvent inférieur à 1. Et donc, par exemple, lorsqu'il est supérieur à 1, ça signifie que plus l'âge augmente, plus on aura des chances d'avoir le COVID-19. Et donc, je rappelle que dans une régression logistique, il est important de quantifier la variable explicative de cette façon-ci. Donc, 1 pour, donc, là c'est la thème du COVID, donc 1 pour à la pathologie et 0 pour ne l'a pas. Donc, il faut toujours codifier de cette façon pour que l'interprétation qu'on fait ici par rapport aux coefficients, notamment les autres ratios ajustés, soit intéressant, soit interprétable dans le bon sens. Donc ici, plus un individu aura un âge avancé, plus il aura tendance à faire le COVID, par exemple. Donc, mais bon, sauf que c'est possible, mais ce n'est pas significatif. Si ça avait été significatif, on aurait dit, si par exemple mon exponentiel de bêta était par exemple de 3, j'aurais dit que plus l'âge augmente, lorsque l'âge augmente d'une unité, la probabilité d'avoir la maladie augmente de 3, par exemple. Donc, si ce coefficient avait été de... Donc, s'il avait été, par exemple, de 0, donc inférieur à 1 de 0,35, par exemple, on aurait dit que lorsque l'âge augmente d'une unité, le coefficient, la probabilité de contracter la maladie diminuerait de 0,35, ce que cela signifie. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à la régression logistique? Non, pour le moment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la régression logistique permet d'analyser les facteurs de risque associés à un phénomène, de telle sorte que dans une régression logistique où la variable dépendante, c'est la variable qualitative et les variables explicatives, certaines variables, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, lorsque le coefficient, déjà si la plus-value est inférieure à 5%, et lorsque le coefficient bêta est négatif, ça signifie que la variable a un effet, un facteur à risque, un facteur protecteur puisqu'il diminue les chances d'avoir la maladie. Lorsque c'est supérieur, bêta est supérieur à positif et par ricochet exponentiel de bêta supérieur à 1, on dira que le facteur est un facteur à risque. Donc, puisque ce facteur-là entraînerait les risques d'avoir la maladie. Ouais. Bon, ça peut ne pas être forcément la maladie, ça peut être un autre phénomène, ça peut être
d'autre chose que la maladie. Donc, pour essayer de résumer, on va tout simplement dire que les deux types de régression qu'on a fait sont en fonction de ce qu'on aimerait expliquer. Est-ce qu'on veut expliquer une variable quantitative? Si on est par exemple on a par exemple des données macroéconomiques sur le PIB, l'exportation, la formation de capital vide des investissements publics. On aimerait savoir si peut-être la pauvreté, le chômage, ou alors, en fait, quels sont les facteurs qui font qu'on ait une croissance économique? Quels sont les investissements publics? Est-ce que les investissements publics ont un effet positif sur la croissance? On peut par exemple faire une régression linéaire dans laquelle le PIB sera la variable dépendante et on aura un certain nombre de variables explicatives qui sont des facteurs qui peuvent expliquer le PIB, notamment l'inflation, l'ouverture commerciale, le taux de scolarisation, le capital humain, matérialisé par exemple par le taux de scolarisation du secondaire. Donc, on peut avoir plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Donc, on pourra savoir, par exemple, quels sont les facteurs qui ont un effet positif, qui ont un effet négatif, en fonction du signe du coefficient qu'on aura estimé. Et donc, par exemple, de pouvoir faire des recommandations de politique économique, peut-être d'encourager l'État à beaucoup plus investir, à augmenter son budget d'investissement public, peut-être parce que le fait de faire en sorte qu'on ait plus de croissance. Si par contre, on veut plutôt expliquer peut-être un phénomène binaire comme une maladie, donc on peut faire des régressions logistiques pour voir si le fait d'être le fait d'avoir tel ou tel facteur, tel nous prédispose à développer la maladie. Donc, ça, c'est un peu l'essentiel de ce qu'on peut faire en termes de régression et surtout comment est-ce qu'on peut l'interpréter sous SPSS, pas seulement pour l'implémenter, mais de pouvoir interpréter les coefficients. Donc, et M. Mouzongo pose une question. Et si on veut étudier l'adoption d'une pratique, un type de four ou sécher les poissons, par exemple, dans une communauté donnée, est-ce que la réflexion logistique s'y prête bien? Si par exemple le type de four, peut-être les gens utilisent par exemple deux types de four. On ne connaît pas quels sont les types de four. Qui est de R. Donc la question c'est, je ne comprends pas bien la question. R logiciel. Je ne comprends pas bien la deuxième préoccupation. Je n'ai pas très bien compris la question sur R, sur le kit de R. Bon, maintenant, déjà, avant d'en arriver là, pour répondre à la question de l'adoption d'une pratique, dans un type de four, par exemple. Bon, oui, la régression logistique s'y prête dans la mesure où cette variable, c'est une variable qualitative. Donc,
qui a un certain nombre de modalités, peut-être deux. Donc, la régression logistique s'y prête. Donc, si on connaît les facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on choisisse tel ou tel type de four, donc maintenant, savoir comment utiliser R pour faire la régression. Donc, je vais, à la suite de sa question, peut-être ouvrir mon interface du logiciel R. Donc, c'est aussi important de savoir comment ça se fait ailleurs. Beaucoup de fichiers ouverts là. Donc, je vais ouvrir mon interface R. Donc, je vais peut-être vous parler un peu de ce logiciel-là. Donc, ça, c'est à peu près mon interface R Studio qui est ouvert. Bon, après, ce qu'il faut déjà savoir sur le logiciel R, c'est que c'est un logiciel où on utilise beaucoup plus de la programmation. Donc, tout ce qu'on fait à l'intérieur, tout ce qu'on fait avec R ce programme. Mais bon, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur parce que on parle de programmation, il faut juste s'approprier le logiciel et surtout que il y a une aide, ce logiciel a une aide en fonction de ce que vous cherchez. Il faut juste comprendre les principes de base et bon, le reste, ça peut venir. Donc, pour pouvoir en avoir cette interface que j'ai là, la couleur aussi est changée pour que ce soit comme ça. Donc, sinon, par défaut, l'interface est blanc. Donc, un peu blanc comme ici plus haut. L'interface n'est pas bleue par défaut. Donc, pour pouvoir avoir R, il faut d'abord aller sur Google. Donc, c'est un logiciel libre. C'est il y a des versions payantes. Les versions libres permettent de faire tout ce qu'on veut. Il vous faut juste aller sur Google et taper R. Vous téléchargez R dans un premier temps. Mais lorsque vous téléchargez R, vous n'aurez pas cette interface. Je vais vous montrer le R. Vous aurez que l'interface comme celui-ci. Lorsque vous téléchargez R et que vous installez tout simplement, vous aurez une interface comme celui-ci. Mais après avoir téléchargé R et installé, vous devez également aller sur l'écran. Bon, c'est ainsi, bon, vous tapez tout simplement sur Google R Studio. R Studio. Donc, vous allez télécharger également R Studio et installer. Et il va venir à votre écran. Donc, on a comment son icône se présente à l'écran, donc l'icône de R Studio. Donc, vous allez également télécharger R Studio et installer. Donc, lorsque vous allez installer R Studio et l'ouvrir, vous aurez une interface comme celui-ci. Là, ce sont des codes que j'ai eu à écrire. Donc, il y a cette interface duo où on écrit des codes et on exécute. Il y a maintenant cette console, cet espace en bas où on peut écrire directement des codes et les exécuter. Donc, et à gauche ici, on a un espace réservé au package. Donc, lorsque je clique dessus, vous voyez qu'il y a des packages. En fait, les packages sont des outils, des, des librairies qui permettent d'exécuter certaines méthodes. Alors, il y a des méthodes qui s'exécutent, en fait, qui ont déjà des packages automatiques, des packages installés sous R qui permettent d'exécuter. Donc, pour faire pour exécuter certaines méthodologies, on a besoin de certains packages. Vous pouvez voir que là, il y a beaucoup de packages qui sont installés, de telle sorte que, par exemple, si j'ai besoin de ce package, par exemple, pour
implémenter une méthodologie, par exemple, il me suffira de venir cocher là pour charger le package et de pouvoir l'utiliser. Donc, par contre, si le package n'existe pas, je peux cliquer ici sur Install. Donc, je clique sur Install et puis je mets le nom du package. Par exemple, il y a un package qui s'appelle par exemple Question A. Donc, par exemple, celui-ci, donc il va directement me suggérer. Je peux sélectionner et puis je clique sur Install. Et puis, il va installer. Bon, ce package est déjà installé chez moi, donc je ne vais pas le faire. Donc, il y a cette interface où il y a les packages. Il y a ici, lorsqu'on va exécuter des commandes, que ce soit les variables, les bases de données, lorsqu'on va les importer, elles seront stockées dans cet environnement qui est là. Et sous R, tout, toute donnée doit être importée. En fait, toute donnée importée se fait. Même pour importer les données, il existe des commandes qui permettent d'importer les données sous R. Donc, j'ai par exemple ici l'une des. Et pour pouvoir importer une base de données Excel, par exemple, vous devez l'enregistrer au format CSV. Donc, vous pouvez choisir le séparateur, par exemple, la virgule ou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans la base, je vais par exemple prendre cette base de données là pour plus illustrer. Donc, je vais l'ouvrir dans un premier temps. Une base de données Excel. Le plus, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, ça prend, Excel prend un peu de temps pour ouvrir. Voilà, donc la base de données est ouverte. Donc, c'est une base de données qui contient les données sur certaines données macroéconomiques, notamment le PIB, la formation brute de capital fixe et ainsi de suite. Donc, je vais aller dans Fichier et enregistrer au format CSV, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fichier enregistré sous. Enregistré dans le fichier formation. Voilà, donc je vais choisir le format sur lequel je dois l'enregistrer. Donc, c'est pour ça que je disais format CSV. Donc, je vais choisir ce format séparateur point virgule. Donc, je vais sélectionner. Donc, je vais l'enregistrer. OK. Donc, bon, ce qu'il me dit, c'est que la feuille contient plusieurs feuilles. Donc, je vais supprimer les autres feuilles là. Supprimer et puis je vais réenregistrer. Format CSV séparateur point virgule. OK. Oui. Remplacer. OK. Donc, je peux importer ma base de données. Donc, comme je vous l'ai dit, pour importer, il existe des commandes. Donc, vous pouvez trouver sur le net.
Donc, par exemple, je vais importer ma base, je vais l'appeler base, donc je vais... Ça, c'est une commande que lorsqu'on exécute, donc déjà pour pouvoir exécuter les commandes, il est important de savoir comment créer un nouveau script. Donc, ouais, dans lequel on doit coller nos commandes et les exécuter. Donc, pour pouvoir créer un nouveau script, il faut venir ici à gauche, là, donc on clique sur la flèche et puis on clique sur à script. Donc, on clique dessus. Vous voyez qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre là. Donc, je vais venir dans mon ancien fichier là, copier le code qui permet d'importer. Donc, copier. Donc, vous pouvez le trouver n'importe où. Donc, je vais venir dans mon nouveau script coller. Donc, il est aussi important d'enregistrer. Donc, j'enregistre. Il va me demander de choisir le dossier où je veux enregistrer. Je vais le mettre dans le dossier. Donc, je vais l'appeler AirCode enregistré. Donc, lorsque je sélectionne cette commande-là, donc, pour pouvoir exécuter, pour pouvoir importer la base de données, donc c'est la commande. Donc, à gauche, c'est le nom que je vais donner à ma base, donc je vais l'appeler base égale donc read.cvs, CSV, le temps pour moi permettre. Donc, les paramètres qu'on a à l'intérieur, c'est choose file, donc vous demander d'aller naviguer pour choisir le fichier. Donc, il y a un autre paramètre header, donc pour inclure le titre des variables, donc le séparateur. Donc, si je sélectionne ma commande, pour l'exécuter, il faut tout simplement cliquer sur Run. Donc, il y a un onglet là, Run, donc on clique dessus. Donc, lorsque je clique dessus, vous voyez que la commande a été exécutée et une fenêtre s'ouvre où je vais tout simplement naviguer pour aller choisir mon fichier Excel. Donc, voici. Voilà, donc vous voyez donc qu'il y a donc ma base de données qui a été importée et qui est venue dans l'environnement qui est là. Donc, je peux cliquer là pour visualiser. Donc, la base de données va apparaître là. Vous voyez bien qu'on a notre base de données avec les variables PIB, formation obligatoire et ainsi de suite. On a toutes nos différentes variables qui sont là. Donc, je vais refermer ça. J'ai mon code. Donc, pour pouvoir faire une régression linéaire, par exemple, sous R, donc il y a des commandes. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez payer ici dans l'aide. Donc, vous pouvez taper help. Entre parenthèses, vous tapez le nom de ce que vous recherchez. Par exemple, tape régression. Donc, clique sur entrée. Not find regression. Donc, on peut taper pour pouvoir rechercher les points d'interrogation. Vous tapez regression. Lorsque j'ai tapé tout à l'heure, il n'a pas trouvé de résultat. Donc, on est en train de chercher. Et lorsque ça sera bon, ça va s'afficher ici au niveau de viewer. Donc, voilà les éléments qui s'affichent sur la régression linéaire, donc sur la régression. Donc, il y a différentes méthodes, generalize, nearest neighbor. Voilà, donc, diagnostic checking in regression relation, support. Voilà. Ordinary least square regression of HCM. Bon.
On va rechercher ce qui nous intéresse ici au niveau de régression. D'accord, monsieur Abdel dit qu'il est de retour. Donc, d'accord. Donc, on va rechercher notre. Bon, je vais taper ici plutôt. Je vais taper linear regression. Bon, deux points d'intégration entre côtes. Taper linear regression. Voilà, donc on fait presque les mêmes résultats tout à l'heure. Donc, en fait, bon, je ne vais pas. Attendez, mais la commande qui permet de faire la régression linéaire, c'est en général LM, donc pour linear model, en parenthèse, il y a les parenthèses. Donc, je vais mettre les parenthèses qui permettent de. euh, donc, le premier paramètre, c'est la formule. Donc, la formule, il faut que je connaisse le nom de mes variables. Donc, les variables sont, je vais prendre par exemple ça. Donc, GDP comme variable dépendante. Donc, je vais choisir, je vais mettre là GDP. GDP. Donc, dans l'équation, il doit avoir le symbole tilde. Je ne sais plus trop le symbole tilde se trouve dans l'équation, dans le clavier. Donc, je vais regarder le clavier visuel. Voilà, donc je ne sais pas où je trouve le tilde sur le clavier. Shift. Bon, je pense qu'on peut trouver ça dans l'une des grandes que j'ai là. Donc, voilà, ce symbole, c'est tilde. Je peux juste copier là. Ça copie.
Donc voilà, donc vous voyez, là, il y a l'une des régressions linéaires qui avait été estimée là, donc LM. Je ne sais pas pourquoi au niveau de la copie, ça doit être un problème au niveau du clavier. Ça. Donc, je vais copier ça tout simplement et modifier. Je vais copier, donc je vais venir dans mon code R là. Donc, je vais coller tout simplement. Donc, je vais changer. Donc, la commande, c'est linéaire modèle. Donc, variable dépendante, c'est ici GDP. GDP. Donc, maintenant, les variables indépendantes, je vais mettre là, suivi du symbole plus. Donc, je vais encore regarder là. Il faut que je mette le nom exact. Là, je n'arrive pas à voir les noms exacts. Les noms exacts sont là. Il y a DTP, il y a ça. Donc, je vais venir à ça. Donc, il faut que je copie les noms exacts qu'il y a là. Donc, il y a, par exemple, GF, CF, of, point, GDP. Bon, je vais mettre juste deux variables explicatives pour, je vais mettre par exemple, bon, je vais mettre aussi la variable année, hier, juste ces deux variables-là. Donc, data, donc, ça c'est la base de données. Ma base de données s'appelle effectivement base, le nom de ma base de données c'est base. Donc, si j'exécute ça, donc, je vais lui affecter, je vais dire par exemple LM. Je vais lui affecter donc symbole d'affectation. Donc, mon modèle va s'appeler LM. Donc, je clique là et puis j'exécute error object not found. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le nom. Peut-être qu'il y a un point. Bon, là. Non. Sur le nom. Voilà, donc c'est bon maintenant. Donc, mon modèle linéaire a été estimé. Donc, je peux, si je veux voir les résultats, je fais juste un summary. Un summary LM. Donc, il s'appelle LM. Donc, je vais, je ne sais pas si summary, c'est avec deux M. Oui. Summary, voilà. Voilà, donc vous voyez là les résultats de la régression avec le coefficient qui est là, intercept. Donc, ça, c'est la variable de formation de capital fixe qui a un signe
qui est un coefficient qui est là. Donc, on a la significativité, donc le coefficient n'est pas significatif. La variable année, par exemple, a une plus-value ici dans la dernière colonne qui est très significatif. Voilà. Donc, on peut également utiliser la même façon de faire pour estimer une régression logistique. Donc, le plus important, c'est de savoir comment créer le script. Donc, comment rechercher les commandes qui permettent de, même sur Internet, si vous tapez dans Google, vous voulez la commande qui fait une régression linéaire, vous allez trouver. Et puis, vous copiez, vous collez, vous changez juste le nom, chaque chose par sa valeur. Donc, il faut savoir comment importer une base de données, sur quel format il faut enregistrer une base de données au format CSV. Il s'agit d'un format, d'une base de données Excel et voilà quoi. Donc, je pense que l'essentiel, que ce soit sur SPSS, sous Excel, ou bien même sous R. Donc, peut-être R, c'est un logiciel qui fait souvent beaucoup peur, mais bon, à cause de son côté programmation, mais lorsqu'on se familiarise, lorsqu'on comprend les principes, ça devient aisé de pouvoir faire des choses sur ce logiciel. Donc, je ne sais pas s'il y a des préoccupations. À mon niveau, non, à mon niveau. D'accord. Bon, je pense qu'on a essayé de faire un peu l'essentiel, ce qu'on pouvait faire. Donc, on a beaucoup travaillé depuis samedi passé, donc samedi, dimanche, toute la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, soir. On a eu des journées bien pleines. Donc, M. Mouzongo parlait de séries temporelles. Voilà. Je pense qu'on va en parler dans le module 3. Donc, certes, le module 3 est aussi dense, mais samedi et dimanche, on pourra bien les faire. Donc, je pense que ce qu'on a déjà eu à faire est assez intéressant. Donc, maintenant, on peut prendre la journée de demain pour préparer la journée du samedi pour le troisième module qui est l'un des modules les plus importants, qui est l'économétrie avancée. Voilà. Et bon, il y aura également la phase d'accompagnement, comme vous le savez, où chacun pourra présenter les difficultés qu'il a rencontrées dans la mise en place, l'application de ce qui a été fait tout au long de la formation. Et les formateurs seront là pour vous assister. Bon, sauf si quelqu'un a une autre proposition à faire par rapport à ça. Ça veut dire que demain, c'est quoi? Bon, je t'avais dit qu'on peut prendre la journée de demain Ah, OK. D'accord. et garder le reste pour D'accord. l'accompagnement et reprendre samedi. OK, ça marche. Donc, on a eu des journées quand Tout même à fait. assez. Voilà. On peut reprendre samedi pour voir comment OK. terminer avec la formation avant d'entamer l'autre phase qui sera D'accord. d'accompagner OK. en fonction des difficultés que chacun va rencontrer, puisqu'après la formation, il va peut-être falloir que chacun essaie d'être allé dans son domaine, essayer de prendre des bases de données réelles, voir dans quelle mesure résoudre des problèmes concrets. Et puis D'accord. maintenant, si les difficultés se posent, on va essayer de résoudre, que ce soit dans la conception de masques de saisie, que ce soit dans les tests d'hypothèses, que ce soit dans l'analyse économétrique. On va voir à partir de samedi matin. Bon, est-ce qu'il y a une préoccupation?
Bon, de mon côté, non. Donc, samedi, ça sera à 7 heures GMT. OK. Samedi, ça sera à 7 heures GMT. Bon, on va commencer un peu plus tôt, samedi et dimanche, je vois, parce que le module 2 est quand même un peu dense. Mais bon, je pense que les bases ont été déjà fixées et bon, là-bas, ça va peut-être aller plus vite. D'accord. S'il n'y a pas de pression, on peut que se donner rendez-vous samedi. Mais entre-temps, s'il y a des